Bonjour Florence Hussmann. Bonjour. Alors après les violentes inondations de jeudi dernier dans le centre-est de la France, le gouvernement et le ministre de l'économie Antoine Armand pressent les assureurs de procéder rapidement aux indemnisations des sinistrés. Combien de temps ça peut prendre et quand les sinistrés qui nous écoutent peut-être peuvent-ils espérer être indemnisés ? D'abord, je voudrais dire que mes pensées vont d'abord vers ces sinistrés qui traversent des épisodes qui sont extrêmement douloureux à l'occasion de ces inondations. On a vu beaucoup d'images très très impressionnantes. Les dégâts sont très importants. Il ne faut jamais oublier que ces épisodes, ce sont avant tout des drames humains. Bien sûr. Alors effectivement, nous les assureurs, nous sommes mobilisés comme à chacun de ces épisodes. Nous sommes aux côtés de nos assurés. Ce que je voudrais leur dire ce matin, c'est que le plus important, c'est leur sécurité physique, et puis aussi de mettre en sécurité leurs biens, y compris les biens qui ont été endommagés. Et donc quand on vous presse de répondre à la demande, justement, sous combien de temps peut-on espérer avoir une indemnisation, Alors, vraisemblablement, l'État va prendre très rapidement des arrêtés de catastrophes naturelles. On a beaucoup de chance d'avoir ce régime des catastrophes naturelles en France, parce que c'est ce qui va faire que tous les gens qui ont une garantie dommage dans leur contrat, que ce soit une multirisque habitation, ou une garantie dommage pour leur véhicule, si leur véhicule a été endommagé, eh bien, ces personnes vont pouvoir être indemnisées. Et le cadre de l'indemnisation, il est fixé par des textes de loi, par des règlements. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, encore une fois qu'on s'est mis soi-même en sécurité, qu'on a protégé ses biens pour éviter que les dommages ne s'aggravent, eh bien, il faut constituer le dossier de sinistre. Il faut déclarer son sinistre à son assureur. Mais concrètement, Florence Hussmann, ça prend combien de temps de faire ça ? Il faut d'abord que l'état de catastrophe naturelle soit déclaré et après, les sinistrés peuvent monter ce dossier ? Absolument. Ils peuvent même commencer avant. Mais en tout cas, à partir de la date de sortie de l'arrêté de catastrophe naturelle, les assurés ont 30 jours pour déclarer leur sinistre à l'assureur. Mais évidemment, le conseil que je peux donner, puisqu'on veut tous que ça aille le plus vite possible, c'est que plus vite vous allez déclarer votre sinistre, et plus vite la procédure d'indemnisation va pouvoir s'enclencher. Et d'ailleurs, s'il y a besoin de faire passer un expert, ça va dépendre de ce que vous dites dans votre déclaration de sinistre, qui va être accompagné de toutes sortes d'informations, en particulier des photos. Eh bien, ensuite, l'assureur va mandater un expert qui va passer dans le mois qui suit votre déclaration de sinistre. Et vous avez déjà des remontées de terrain, justement, de l'ampleur des dégâts ? Non, aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. Donc nous participons évidemment aux réunions qui ont commencé à se tenir. Il y en a déjà eu hier, en général autour du préfet. C'est vrai que les gens qui sont à l'œuvre aujourd'hui, ce sont beaucoup les personnels de la sécurité civile, auxquels je rends évidemment un hommage très appuyé également ce matin. Ce qu'il faut peut-être ajouter dans ces épisodes exceptionnels, c'est qu'il faut penser à mettre ses biens en sécurité. Ça veut dire que si votre maison a été très très endommagée, sans doute faut-il couper l'électricité, couper le gaz, pour éviter un incendie en plus de l'inondation. Il faut prévenir aussi la police, la gendarmerie, si vous êtes obligé d'évacuer votre maison, pour qu'il y ait une surveillance particulière qui soit effectuée. Donc ce sont les mesures d'urgence aujourd'hui, mais évidemment, on peut en parallèle se préparer et commencer à constituer son dossier de déclaration de sinistre. On sait que ces événements, ces phénomènes météorologiques vont se multiplier, vont être de plus en plus fréquents, sans doute de plus en plus violents. Qui, concrètement, aujourd'hui, doit supporter la charge du réchauffement climatique, du dérèglement climatique ? Est-ce que c'est vous, les assureurs, ou est-ce que c'est l'État ? Alors, en fait, ce sont les deux, puisque nous avons un régime des catastrophes naturelles en France qui est tout à fait exceptionnel en Europe et dans le monde, qui permet quand même à nos assurés d'être couverts pour les conséquences parfois très très importantes de ces événements climatiques exceptionnels, moyennant une cotisation qui était jusqu'à présent de l'ordre de 25 € par an, qui va passer à 40 € par an environ. Mais je vous 15 € supplémentaires. Absolument. Mais je vous assure que quand j'expose ce régime qui fait beaucoup d'envieux dans le reste du monde, eh bien, il y a beaucoup d'endroits où les gens aimeraient avoir ce type de garantie, parce que les événements climatiques exceptionnels sont pas réservés à l'Hexagone, à la France évidemment. Et il y a plein d'autres endroits en Europe ou dans le monde où les gens en fait ne sont pas indemnisés. Donc c'est un partage. Il y a sûrement des gens qui nous l'envient, mais il y a aussi des gens qui nous écoutent et qui se disent c'est quand même pas rien. Non, ça n'est pas rien, mais
en même temps, il y a un partage entre l'assureur et l'État, puisque, in fine, il y a une garantie de l'État sur ce régime. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un partenariat public-privé. Et quand on dit que ce sont les assureurs qui payent, il ne faut jamais oublier qu'à la fin, ce sont les assurés qui payent. Donc effectivement, il y a ce qu'on appelle une surprime pour financer ce régime des catastrophes naturelles. Et cette surprime, elle est évidemment réglée par les assurés. Alors, Florence Lussmann, parlons un peu de l'État et du gouvernement. Ça ne vous a pas échappé, on est en période de vote du budget. Et il y a ce fameux fonds Barnier qui a été créé en 1995 par Michel Barnier, lui-même l'actuel Premier ministre. Et ce fonds Barnier pourrait être impacté, pourrait être siphonné, 220 millions peut-être d'euros en moins. Est-ce que vous avez envie de pousser un coup de gueule ce matin ? Enfin, le fonds Barnier, je rappelle qu'il est censé prévenir des risques naturels majeurs en France. Depuis 1995, il est en place. Et aujourd'hui, il serait ponctionné financièrement. Bien sûr. Là, j'ai envie de dire, arrêtons le hold-up sur le fonds Barnier. Puisque mécaniquement, du fait que la surprime CatNat va augmenter. Catastrophe naturelle va augmenter pour financer ce régime des catastrophes naturelles. Eh bien, l'abondement sur le fonds Barnier, qui est un pourcentage de cette prime catastrophe naturelle, va lui aussi augmenter. Et si on fait un calcul global, ça devrait représenter à peu près 450 millions d'euros pour 2025. Là, ce serait moitié moins. Et là, aujourd'hui, on ne retrouve que la moitié, 220-225 millions d'euros. Et ça, c'est insupportable. Comment vous allez faire alors ? On dénonce. Et que ça ne vous a pas échappé que le PLF n'est pas encore adopté. Donc, j'espère bien, et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, en tout cas, cette succession d'événements exceptionnels, je crois, va nous aider à convaincre à la fois le gouvernement et les députés. Il faut que Michel Barnier revienne à la raison, en fait, vous lui dites ça ce matin ? Je dis que je ne suis pas sûre qu'il se soit remonté jusqu'à lui, mais en tout cas, si ça ne l'est pas, on va s'arranger pour qu'effectivement, il en ait bien conscience. Florence Lussmann, vous restez avec nous sur France Info. On vous retrouve pour la suite de cette interview, juste après le fil info à 8h40 avec Théo Métouré-Gimbaud. La partie recette du budget 2025 rejetée hier par la Commission des Finances. Après l'ajout par la gauche de nombreux amendements, il prévoyait de nouvelles recettes fiscales pour des milliards d'euros. Un texte insoutenable, déplore le Premier ministre. Un matraquage fiscal irresponsable pour le ministre des Comptes publics. Grâce aux intérêts des actifs russes gelés en France, l'État a récupéré pour l'année 2024 300 millions d'euros. Ce montant va permettre d'acheter des équipements militaires pour l'Ukraine, dont 12 canons César, selon le ministre des Armées. Il le dit dans un entretien à la Tribune dimanche ce matin. Israël a frappé 2 quartiers de la banlieue sud de Beyrouth ce matin après avoir lancé plus tôt un ordre d'évacuation. L'armée israélienne disait vouloir frapper 2 immeubles abritant des installations du Hezbollah. L'accord doit être mis au vote mercredi, mais pourrait permettre de sortir de la crise chez Boeing aux États-Unis. Un accord de principe trouvé entre la direction et le syndicat après un mois de grève. Les grévistes demandaient notamment une hausse des salaires. France Info. Le 8-30 France Info, Antoine Comte, Benjamin Fontaine. Florence Lussmann, vous êtes toujours avec nous, vous êtes présidente de France Assureur. Je voudrais qu'on parle de Pascal Demurger, que vous connaissez bien, le patron de la Maïf. Lui, il nous dit que le coût pour les assureurs a plus que doublé depuis 2010, en raison notamment du changement climatique, et que par conséquent, il y aura des augmentations des primes d'assurance de 8 à 10%. Est-ce que franchement, au bout d'un moment, on n'en demande pas trop aux Français quand même ? Alors, en tant que fédération, nous, on ne s'occupe pas des tarifs, ça fait partie c'est couvert par le droit de la concurrence. En revanche, moi, ce que je peux commenter, c'est l'évolution des risques. Et on est tous aux premières loges, on est évidemment aux premières loges pour l'augmentation des sinistres qui sont liés aux événements climatiques, on vient d'en parler. Et puis une fois qu'il y a des sinistres, eh bien il faut évidemment les réparer. Et que ce soit sur l'habitation, on peut penser au prix des tuiles, au prix des toitures, ou que ce soit pour les voitures. Est-ce que vous savez que le coût de la réparation automobile augmente systématiquement de 8,5% chaque année depuis des années? C'est insupportable. Et qu'est-ce qui se retrouve dans un tarif d'assurance ? Eh bien, c'est le coût du risque. Donc, c'est finalement la fréquence et la sévérité des sinistres, des événements. Donc, ce que vous mais c'est aussi le prix de la réparation. Et nous, on répare le monde réel tous les jours. Mais ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'il est normal que les prix des assurances augmentent. C'est ça que vous nous dites ce matin. À partir du moment où à la fois les risques augmentent
en intensité, en fréquence, et où le coût de la réparation, puisqu'une fois qu'il y a des sinistres, bien entendu, nous les indemnisons, nous les réparons, effectivement, il y a une pression sur les tarifs. Alors en sens inverse, il faut quand même dire qu'en France, on a, et de loin, le marché le plus compétitif sur l'assurance. Et évidemment, qui dit compétition, dit pression sur les tarifs plutôt à la baisse. Donc tout ça, ça résulte d'un équilibre. Et selon les acteurs, effectivement, vous pourrez avoir des évolutions de tarifs qui seront différentes. Mais 8 globalement, à 10%, on est dans la bonne fourchette ? Écoutez, je ne sais pas, ça dépend du type de risque dont vous parlez. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que les risques augmentent. Un mot sur un autre chiffre qui est très intéressant et qui est aussi lié au réchauffement climatique. Dans les années 80, ces phénomènes météo étaient la cause d'à peu près 1,5 milliard d'euros de dégâts. Aujourd'hui, c'est 4 fois plus, 6 milliards d'euros, avec des prévisions qui sont encore plus alarmantes. Ce sont vos chiffres, d'ailleurs, de France Assureur. Là, forcément, les prix vont doubler, tripler pour les assurés français. Alors, pour toute la gestion des risques, il y a une réponse qui est très très utile, très efficace, c'est la prévention. Et il nous reste encore des marges de manœuvre importantes sur ce champ de la prévention. On n'est pas allé au bout de l'exploration de toutes les pistes qu'on peut mettre en œuvre pour essayer de limiter l'impact de ces événements climatiques en particulier. Et donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est vraiment s'atteler à ces dispositifs de prévention. On a une journée de résilience le 13 octobre chaque année. Il faut profiter de cette journée pour beaucoup informer et pour préparer aussi les populations localement à avoir les bonnes réactions en cas d'arrivée d'un événement climatique d'intensité exceptionnelle. C'est pas complètement le cas. Non, on a seulement 40% par exemple des communes qui se sont dotées d'un plan de prévention des risques naturels, alors qu'elles sont elles-mêmes exposées. Mais il faut aussi travailler avec les populations, c'est ce qui se fait au Japon, pour éviter d'avoir des initiatives qui peuvent être tragiques, comme par exemple de prendre son véhicule alors que les routes peuvent devenir inondées très très rapidement, ou essayer de sauver sa voiture qui est au 4e sous-sol du parking, qui est déjà complètement inondée. Mais par exemple, les SMS de prévention qui sont désormais envoyés aux habitants qui pourraient être concernés dans les heures qui suivent par ce type de phénomène météorologique, on a vu qu'il y avait eu aussi quelques ratés avec certains SMS qui étaient partis chez des Français qui n'étaient pas concernés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ce dispositif ? Non, alors le dispositif, il fonctionne très bien. On l'a vu en particulier dans les tempêtes Ciarán et Domingos qui ont balayé l'ouest de la France l'année dernière. Il faut qu'il y ait conjointement, bien entendu, les alertes des assureurs, rappeler les gestes utiles. Je rappelle, on a un petit document qui est en accès libre sur le site internet de France Assureur et qui vous explique comment vous préparer, comment bien vous assurer contre les aléas naturels. Bien entendu, donc il faut protéger ses biens, il ne faut pas rester garé près d'une rivière, par exemple, si c'est un risque d'inondation qui menace. Et puis, il faut aussi respecter toutes les consignes qui sont données par les autorités. C'est ce qui s'est passé dans l'ouest de la France et ça a plutôt bien fonctionné. Cet été, la Croix-Rouge nous disait justement que les Français sont mal informés ou en tout cas ne prévoient pas suffisamment les catastrophes. Est-ce que vous plaidez vous aussi pour un grand plan de prévention, une culture de la prévention en France ? Bien sûr, et nous sommes là pour y contribuer. Nous avons une association qui s'appelle Assurance Prévention et qui est dédiée à tous ces dispositifs de prévention. Nous avons effectivement toutes sortes d'informations qui sont disponibles sur notre site. Mais encore une fois, je crois qu'il faut une déclinaison locale très concrète, parce que selon que vous êtes en bord de mer ou en montagne ou sur d'autres types de reliefs, eh bien vous n'êtes pas soumis aux mêmes aléas. Vous allez avoir dans un cas les vagues de submersion, vous allez avoir plutôt des inondations et vous allez avoir aussi ailleurs des phénomènes de sécheresse. Florence Lussmann, les premières concernées par ces événements météorologiques, ce sont les collectivités locales. On parlait du fonds Barnier qui pourrait être ponctionné pour financer le budget 2025. Elles aussi, on leur demande de nombreux efforts budgétaires financiers, alors que ce sont les premières concernées. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux maires de France qui nous écoutent aujourd'hui, maires M-A-I-R-E-S, qui nous écoutent et qui se sentent un petit peu finalement démunis, un petit peu abandonnés par l'État ? D'abord, je voudrais les remercier. Je suis allée à plusieurs reprises dans le Nord-Pas-de-Calais et à chaque événement d'ampleur, on voit à quel point les maires sont sollicités au plan local. C'est la raison pour laquelle nous essayons, nous, Français Assureurs et les assureurs, de les accompagner. Donc il y a
tout le travail qui est fait en accompagnement une fois que la catastrophe malheureusement s'est matérialisée. Et alors, avant ces catastrophes et pour mieux s'y préparer, il faut effectivement les aider à se doter de plans de prévention qui doivent être partagés avec la population. Mais si on réduit leur budget, c'est difficile de les aider. Il faut les aider quand même. Un dernier mot, Florence Lussmann. Dans le cadre des débats autour du budget, les députés ont adopté il y a quelques jours un amendement visant à alourdir la taxation des droits de succession sur l'assurance vie. Ça aussi, c'est inquiétant pour les Français, non? Alors ça, c'est vraiment une très 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 mauvaise idée. Je vous rappelle que l'assurance vie, le placement préféré des Français, c'est ce qui finance notre économie, notre industrie. Sur les 1900 milliards d'épargne que les Français nous confient, eh bien, il y en a 63% qui sont investis dans les entreprises. Et il y en a à peu près 23 ou 24%. Donc mauvaise idée. Donc très très mauvaise idée, qui financent les dettes publiques, les dettes des États, dont la dette de l'État français. Je crois qu'en ce moment, on n'a absolument pas besoin d'une déstabilisation, ni de nos marchés financiers, ni du marché de la dette. Merci Florence Lussmann, présidente de France Assureur, d'avoir été l'invitée du 8h30 France Info. Merci Antoine. L'info continue sur France Info. Et à 9h-10, on retrouve Théo. Mettons Régimbaud pour le fil info. Une frappe israélienne a fait plus de 70 morts la nuit dernière dans le nord de la bande de Gaza, selon la défense civile. C'est une zone résidentielle qui a été visée. L'armée israélienne affirme que le bilan ne correspond pas aux informations dont elle dispose. Un Libyen arrêté hier près de Berlin, soupçonné d'appartenir à l'État islamique et d'avoir planifié une attaque contre l'ambassade d'Israël en Allemagne. Une importante opération de police a eu lieu pour interpeller l'homme. Les autorités ont été alertées par des services de renseignement étrangers. En Martinique, l'appel au blocage total de l'île demain. 2000 personnes ont manifesté à Fort-de-France contre la vie chère ces dernières heures et malgré l'accord signé cette semaine en vue d'une baisse des prix de l'alimentaire. 9 millions d'entrées pour le conte de Monte Cristo avec Pierre Ninet dans le rôle principal après plus de 3 mois dans les salles obscures. L'adaptation du roman d'Alexandre Dumas au cinéma était entrée il y a une dizaine de jours dans le top 20 des films français les plus vus de l'histoire. France Info.